ça remonte à la fin du XVIIIe siècle. En fait, il est contemporain de la guerre d'indépendance des États-Unis. À cette époque-là, le roi Louis XVI décide que l'on va soutenir les Américains dans leur quête d'indépendance contre les Anglais. Et donc, on est ennemi des Anglais. Alors autant la partie maritime et la rade sont protégées par des forts, autant la partie terrestre nord et ouest de Brest ne sont pas protégées d'une invasion armée. Et on imagine bien que les Anglais sont capables de traverser la Manche, d'accoster aux côtes du Finistère, côte nord, côte ouest, les Bans-Sablons. Et en fait, il s'agissait de les voir arriver et puis de pouvoir les stopper, d'où cette ligne de fort qu'on appelle le camp retranché de Saint-Pierre à l'origine, et qui était situé à plus de 3,5 km du port militaire. Alors ce fort, situé à plus de 3,5 km donc, du port de Brest, était le plus important du camp retranché de Saint-Pierre. Il pouvait accueillir à l'époque 500 à 600 soldats qui se tenaient donc parés en cas d'attaque. Et cette distance de 3,5 km en fait, n'est pas neutre, c'était la portée des mortiers anglais. Donc en fait, il s'agissait de voir arriver l'ennemi et d'être en mesure de le stopper avant qu'il atteigne sa portée utile de tir. C'est un site militaire qui a eu une vie très active à certaines périodes, pas tout le temps, mais à certaines périodes. Et on peut compter la Seconde Guerre mondiale, évidemment, comme un des points forts de la vie de ce site. Point malheureux, mais point fort tout de même, puisque le 19 juin 1940, les Allemands sont sur le territoire, ils ont progressé très très vite, ils arrivent en Pointe de Bretagne. Hitler a l'intention que cette pointe de Bretagne, ce port de Brest, devienne le grand port sur l'Atlantique, port en eau profonde, très avancé sur l'Atlantique, donc très intéressant évidemment pour intercepter les convois. Donc vont s'installer ici environ, dans la presqu'île de Crozon, plus ce qui est aujourd'hui Brest Métropole et jusqu'au Conquet, vont s'installer à peu près 30 000 soldats allemands. Et il y aura un blocos tous les 200 mètres, alors de taille plus ou moins différente, de plus ou moins grand, mais tous les 200 mètres. C'est le mur de l'Atlantique, c'est extrêmement bien protégé. Le fort de Montbarret, lui est un fort logistique, une caserne logistique, 300 soldats d'occupation à peu près. Ce qu'on connaissait moins et qu'on a découvert il y a quelques années, c'est que ça avait été aussi un camp de travail. Pas un camp de la mort, mais un camp de travail. Parce que pendant la construction du mur de l'Atlantique, et en particulier pendant la construction de la base sous-marine, qui a duré à peu près 1 an et demi, il a fallu énormément de main-d'œuvre. Alors il se trouve que sur le territoire français, on avait des républicains espagnols qui avaient fui le régime de Franco, qui se trouvaient donc sur le territoire français, qui sont arrivés par dizaines de milliers, et dont on ne savait sans doute pas très bien quoi faire. Donc on a transformé ces personnes en ouvriers français, et que l'on a remis donc à l'Allemagne et à l'organisation TOT en particulier, pour la construction donc, du mur de l'Atlantique. C'est une histoire sombre, c'est un épisode peu glorieux pour nous, mais c'est quand même la réalité. Donc ce fort, effectivement, était un fort logistique, une caserne logistique, mais aussi un camp de travail, où à peu près 5000 républicains espagnols et résistants, et puis autres personnes aussi, il n'y avait pas que, ont souffert voilà, du travail imposé par les Allemands dans des conditions extrêmement difficiles. En septembre 1944, donc la bataille de Brest dure de début août 1944 jusqu'à la mi-septembre 1944. La ville est donc libérée le 18 septembre. Il faut imaginer que les forces alliées ont poussé les Allemands de l'Est, de l'Ouest et du Nord vers Brest. Ils ont tous reflué vers Brest. Et à l'Ouest, en venant de l'Ouest, donc ils viennent de Plouzané notamment, de la côte 103, en rentrant dans Brest, ils trouvent le fort Montbarret. Certains d'entre eux, donc des parachutistes, trouvent le fort Montbarret
Et ils vont entrer, fermer le pont-levis, parce qu'il y avait encore un pont-levis à ce moment-là, et tenir un siège de 4 jours. Donc les Alliés ont beau y faire, on a beau miner, on a beau bombarder, ils ne se rendent pas. Voilà. Et finalement, ce sont les chars anglais, les Churchill Crocodile, tel qu'on peut en voir un dans la cour d'ailleurs, qui vont emporter la décision et les Allemands vont se rendre. En fait, c'était la dernière poche de résistance allemande au combat. Parce qu'il y en avait d'autres, évidemment, au Ceyenne, à la base navale, dans la base sous-marine aussi. Mais là, effectivement, c'était la dernière poche combattante. Et le surlendemain, la ville est libérée. Après-guerre, évidemment, après la libération et après-guerre, puisqu'on attend quand même 1945 pour que la libération soit faite, le fort, ils ne vont pas s'en servir. Je crois qu'il tombe en désuétude. Il y a une ville à reconstruire, il y a un arsenal militaire à reconstruire qui avait été aussi totalement détruit, et donc ce lieu ne sert pas à grand-chose. Il retrouvera une existence opérationnelle dans les années 50. À cette époque, on est en pleine guerre froide, avec un affrontement entre le bloc de l'Est soviétique et le bloc de l'Ouest. Et nous, Européens, eh bien, nous sommes évidemment au milieu. Les bâtiments soviétiques descendent toutes les semaines depuis la Baltique vers l'Espagne, en longeant de près ou de loin les côtes françaises, et on craint beaucoup quand même une invasion de l'espace aérien français. C'est la raison pour laquelle on va déconstruire une aile abîmée du fort pendant la guerre, pour y construire aujourd'hui, donc enfin à cette époque-là, 1953, les 2 blocos, ce qu'on voit aujourd'hui. Donc le plus grand, c'était le poste de commandement, qui était un poste radio et radar. Le plus petit servait donc au moteur et au générateur. Et vous aviez au-dessus du plus grand un radar de veille aérienne assez gigantesque en fait. L'ensemble était durci contre une attaque nucléaire, biologique et chimique, c'est-à-dire qu'on pouvait continuer à travailler à l'intérieur en cas d'attaque. Et c'était relié sur le territoire à des batteries de canons qui pouvaient donc intercepter un avion ennemi. C'est donc l'ancêtre du radar de l'opérette aujourd'hui, la partie militaire du radar de l'opérette. C'était son ancêtre. « 1984, 40 ans après donc, la libération de Brest, eh bien, il n'y a pas de lieu de mémoire 39-45 pour les natifs du Finistère. Et la décision des Compagnons de la Libération, c'est de créer ce lieu ici. Celui qui est à l'initiative de ce mémorial, c'est Charles Goisguen, qui était Compagnon de la Libération lui-même, né à Brest. La première opération qu'ils ont réalisée, c'est d'abord de remettre le fort en état, parce qu'effectivement, il n'était pas approprié à un musée. Et je dirais que sur le plan historique, ils ont recensé tous les morts pour la France, morts du fait de la Seconde Guerre mondiale. Alors des civils, des militaires, des combattants et des victimes. Et donc ça s'est fait avec l'aide de tous les maires de communes du Finistère, qui sont plus de 360, et ça leur a pris 2 ans. Aujourd'hui, donc, c'est le mémorial, c'est le cœur de la structure, avec tous ces noms, 10 000 noms, qui sont répertoriés par commune de naissance et qu'on peut retrouver dans la crypte. Et puis aussi, il fallait du témoignage de la vie de l'époque et des combats, si bien qu'on trouve aussi au mémorial ce musée, où on va retrouver des photos de la ville de Brest détruite, où on va retrouver un wagon de la déportation, un Ochem 1928, qui a servi à la déportation, des véhicules alliés et un certain nombre d'objets et de souvenirs. Voilà ce qu'aujourd'hui on va trouver au mémorial.